Direction l'Allemagne. Il s'agit de Nicolas Jackson, l'attaquant. Il serait tout proche de signer au Bayern Munich. Ah oui, Jackson au Bayern, intéressant. L'info vient de Fabrizio Romano. On parle d'un prêt payant, une saison. D'accord, un prêt payant. Et le montant? Alors, accrochez-vous, 15 millions d'euros. Juste pour le prêt d'un an. 15 millions pour un prêt, c'est énorme. C'est déjà une somme, oui. Mais attendez, ce n'est pas fini. Il y a une option d'achat derrière. Ah, voilà, une option d'achat à combien? 80 millions d'euros. 80 donc. 15 plus 80 potentiellement. Exactement. Mais le détail crucial, cette option n'est pas obligatoire. Pas obligatoire. D'accord, donc 15 millions pour un an d'essai, si on veut. C'est un peu ça. C'est une formule assez audacieuse, non? Est-ce que c'est vraiment une manière de minimiser le risque quand on pose déjà 15 millions pour voir? C'est une très bonne question. Bon, 15 millions, c'est clair, c'est pas rien pour un prêt. Mais il faut voir le package total potentiel, 95 millions. Oui, vu comme ça. Et là, l'option non obligatoire, ça change tout. Le Bayern, en fait, il s'offre une année complète pour l'évaluer. Dans leur système, voir comment il s'adapte à la Bundesliga. Avant de sortir le très gros chéquier. Voilà. Avant de décider s'ils mettent les 90 millions restants. C'est un investissement initial, oui, il est significatif, mais ça leur évite l'engagement massif et immédiat des 95 millions. D'accord. Pour un joueur comme Jackson, qui a montré de belles choses, c'est vrai, mais dont la confirmation au top niveau est peut-être encore attendue par un club comme le Bayern, cette structure, elle offre une flexibilité précieuse. Il paye cher cette flexibilité, quoi. Exactement. Il la paye cher, mais il limite le risque d'un transfert sec qui pourrait être décevant et coûter très très cher. Je vois. C'est un pari calculé, mais avec une porte de sortie. Une porte qui coûte quand même 15 millions. C'est le prix de l'assurance en quelque sorte. Alors, restons dans les gros transferts, mais on traverse la Manche. Direction Londres, Arsenal. Eux aussi, ils bougent. Oui, Arsenal est souvent actif. Toujours Fabrizio Romano, un défenseur qui arrive, Piero Hincapié. Ah, Hincapié, bon défenseur. L'accord serait bouclé pour 52 millions d'euros, hors bonus. 52 millions. Encore une belle somme pour renforcer la défense des Gunners. Oui, Hincapié, c'est un défenseur central, jeune, mais déjà bien expérimenté. International équatorien, il jouait à Leverkusen. C'est ça, un profil intéressant. Très. Il est gaucher, rapide, assez agressif, dans le bon sens du terme, et il peut dépanner en latéral gauche aussi. Ça correspond bien à ce qu'aime Arteta, je trouve. Les défenseurs polyvalents, proactifs. D'accord. Donc oui, 52 millions, c'est un investissement majeur. Ça confirme qu'Arsenal veut jouer sur tous les tableaux, qu'ils ont besoin de profondeur, de qualité partout. 52 millions pour un défenseur, on s'y habitue presque dans le foot d'aujourd'hui. Mais est-ce que c'était vraiment la priorité pour Arsenal? Ou c'est juste une belle opportunité qu'ils ont saisie? C'est sans doute un peu des deux. La défense d'Arsenal était déjà solide. On est d'accord. Oui, Mais peut-être qu'il leur manquait ce profil spécifique pour concurrencer Gabriel Magalhaes, par exemple, ou offrir une autre option tactique. on voit la logique. Et ça continue de bouger. Autre nom connu, qui change d'air. Christopher Nkunku. Nkunku. Après une seule saison à Chelsea, il quitte déjà Londres. Il signe officiellement à l'AC Milan. L'info vient du club italien lui-même. D'accord. Et le montant? 37 millions d'euros, plus 5 millions de bonus potentiels. 37 plus 5, ok. C'est un changement de cap assez rapide pour lui, après son arrivée en grande pompe à Chelsea. Oui, c'est un transfert super intéressant à analyser celui-là. Pour Nkunku, c'est clair, c'est une tentative de relance. Après une année compliquée. Très compliquée. Marquée par les blessures et puis des performances en dessous de ce qu'on attendait après ces saisons incroyables à la Leipzig. La première ligue, ça n'a pas pris. Apparemment pas. Ou alors le contexte à Chelsea, l'instabilité à ce moment-là, ce n'était peut-être pas idéal pour lui. Aller à Milan, en Serie A, dans un club historique qui joue la Ligue des Champions, C'est une belle porte de sortie. c'est une opportunité en or pour retrouver son meilleur niveau, clairement. On reste en Angleterre, mais pour un départ cette fois. Manchester United. Accord trouvé avec le Real Betis pour Anthony. Ah, Anthony au Betis, d'accord. Montant annoncé. 20 millions d'euros. Plus 3 millions de bonus. 20 millions. On est loin, très loin de ce qu'ils avaient payé. Très loin. C'est un constat d'échec pour United, non? En gros sens. Sportif et financier. À court terme, oui, clairement. Mais il y a un détail financier très important dans ce deal.
Lequel? Manchester United conserve 50% des bénéfices sur une éventuelle revente future. Ah, 50% la plus-value. Exactement. Et ça, c'est crucial. Ça montre que United, bon, il limite la casse en récupérant 20 millions tout de suite, Oui. mais il ne tire pas un trait complet sur le joueur. Il parie qu'Anthony peut se relancer au Betis. Le championnat espagnol peut être plus technique, ça pourrait mieux lui convenir. Et s'il explose là-bas et est revendu cher? United récupérerait une partie de sa mise de départ. C'est une façon de garder un intérêt financier sur son avenir. C'est plutôt malin, mais pour le Betis et pour un futur acheteur potentiel, cette clause de 50%, ça n'empoisonne pas un peu le dossier? Savoir que la moitié de la plus-value repart à Manchester? C'est une bonne question. Ça complexifie les choses, c'est sûr. Pour le Betis, ça veut dire qu'il faudra vraiment qu'ils fassent une grosse plus-value pour que leur propre gain soit intéressant. Et ça nous amène à un autre aspect, plus sombre, les blessures. Et là, on a une nouvelle qui est très préoccupante, ça vient de Barcelone, ça concerne Gavi, Oh non, Gavi, le jeune milieu de terrain. Il ressentirait une nouvelle douleur au genou droit. le droit. Mais c'est celui qui a été opéré. Exactement. Le même genou qui avait subi la rupture du ligament croisé antérieur, l'opération, tout ça. Aïe, aïe, aïe. L'annonce officielle pour l'instant parle juste d'une gêne. Il est forfait pour le week-end et pour la trêve internationale. Mais bon, avec cet historique, Oui, l'historique rend l'info très inquiétante. C'est extrêmement préoccupant. Quand tu as une blessure aussi grave, une rupture du LCA, chaque nouvelle alerte sur le même genou, c'est un énorme signal d'alarme. le mot gêne est peut-être juste pour ne pas affoler. C'est possible. Communication prudente en attendant les examens. Mais le fait que ce soit le genou opéré, c'est ça le vrai souci. Ça pose des questions sur la solidité de la réparation, sur la rééducation, le risque de récidive. C'est un coup dur pour lui et pour le Barça. Énorme coup dur. Pour un joueur si jeune, si important, dont le jeu repose tellement sur l'intensité, les duels, c'est une situation très très délicate. Et au-delà de l'impact sportif immédiat pour le Barça, qui perd un joueur clé, il y a l'impact psychologique pour Gavi, non? Refaire face à une alerte sur ce genou après des mois de travail pour revenir, ça doit être terrible pour un gamin de 20 ans. Ah oui, l'aspect mental est fondamental là-dedans. La peur d'une nouvelle blessure, la frustration de devoir peut-être s'arrêter encore, le doute sur son propre corps. C'est beaucoup à gérer. Énormément. Ça peut miner la confiance. La gestion de cette appréhension, c'est aussi crucial que la guérison physique elle-même. Le staff médical, le staff psy du Barça auront un rôle énorme à jouer. Peu importe la gravité réelle de la gêne. Exactement. Il faut l'accompagner. Et le timing, juste avant la trêve internationale où il aurait pu rejouer, ça ajoute à la frustration, j'imagine. On ne peut qu'espérer que ce ne soit pas grave. Croisons les doigts pour lui, oui. Autre situation, autre jeune joueur, mais d'une nature différente. Kobbie Mainoo, à Manchester United. Oui, effectivement. D'après Fabrizio Romano encore, le milieu de terrain aurait clairement dit à son club qu'il voulait être prêté cette saison. Il veut être prêté D'accord. pour avoir plus de temps de jeu régulier. C'est une démarche assez classique en fait pour un jeune talent qui a montré le bout de son nez en équipe première, mais qui voit que la concurrence est rude à son poste. Il a montré de belles choses quand il a joué. Oui, des belles promesses. Et il se dit sûrement qu'à son âge, le plus important c'est de jouer. Toutes les semaines si possible. Rester à United, ce serait des bouts de match. Probablement. Des entrées en jeu, quelques titularisations en coupe. Un prêt dans un club où il serait titulaire, que ce soit en Première Ligue ou ailleurs, ça lui garantirait ce rythme, cette expérience. Bon, on termine ce tour d'horizon sur une note très positive, pleine de promesses. Direction l'Espagne encore. Ah oui. D'après Lidiarios, le très jeune Argentin Franco Mastantuono, celui dont tout le monde parle, Oui, le phénomène. devrait être titularisé en attaque par le Real Madrid contre Majorque. Titularisé. Oui. Déjà. Et tenez-vous bien, aux côtés de Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Quoi? Non. C'est incroyable. Difficile de rêver mieux comme première titularisation, non? C'est absolument énorme. Un gamin de 17 ans qui vient d'arriver d'Argentine, être lancé comme ça, titulaire en Liga, et entouré par 2 des 3 ou 4 meilleurs attaquants du monde. C'est une marque de confiance incroyable. Monumental.